Aujourd'hui, petit exercice de physique qui traite donc du paradoxe de Feynman, et je vais expliquer le concept de ce truc-là. Donc on fait un peu de physique sur la chaîne, c'est une chaîne de maths en priorité, mais parfois la physique est le bienvenu, bien sûr. Donc l'exercice, on considère en fait une bobine ici, avec ici des courants enfin des spires de courant. On considère qu'on a petit n spires de courant, c'est par unité de longueur. Et ensuite à cette bobine là on va lui accrocher un disque. Ici il va pouvoir tourner à une certaine vitesse oméga, enfin il peut tourner en fait le disque, et sur ce disque là on a placé grand N charge Q avec Q strictement positif de manière uniforme sur le disque. Et ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est que à t égale 0 on va couper le courant, donc c'est à dire que en t strictement plus petit que 0 on avait un I, donc en fait I de t, il est égal à un certain I0 pour t plus petit que 0. Donc il est égal à une certaine intensité. Et ce qu'on fait, c'est que à t égale 0, tac, on coupe le courant. Ce courant-là va mettre un certain temps à décroître vers 0, du fait que le courant soit dérivable. Le I est dérivable ici. Il va mettre un petit temps à décroître assez rapidement. Et il se trouve que pendant cette... et après, en temps infini, on va observer en fait que le disque s'est mis à tourner avec cette manipulation-là. Et donc il s'agit d'expliquer pourquoi le disque se met en rotation et de déterminer oméga f, la vitesse de rotation du disque final. Donc c'est-à-dire en temps infini, comment se passe-t-il. Donc on considère évidemment qu'il n'y a pas de frottement, donc une fois que le disque est lancé, bon, bah, il est lancé et il tourne à l'infini. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc on va regarder ça. La question est de comprendre pourquoi ce disque va tourner, pourquoi il va se mettre à tourner, quelles forces peuvent agir, etc. Alors l'idée de base, c'est, moi ce que je fais, c'est que je regarde dans l'autre sens. Donc déjà, si le disque se met à tourner, ça veut dire qu'à un moment on a appliqué des forces dessus. Il ne se met pas à tourner par magie, on a appliqué des forces dessus. Ici les forces ne sont pas intéressantes, nous ce qu'on veut c'est des forces de rotation, donc une force qui pousse le disque ici de droite à gauche devant, et ici qui le pousse ici de gauche à droite et derrière de droite à gauche. Donc on veut des moments un peu partout pour que notre disque soit poussé. Et il se trouve qu'on a grand N charge sur ce disque. Donc en fait il suffit de regarder, on pourrait éventuellement appliquer une force de Coulomb sur ces charges. Donc on rappelle, c'est plutôt une force électrique ici, force électrique. La force électrique, elle s'écrit F est égal à Q fois E plus QV vectoriel B. Et donc on se dit peut-être que cette force électrique, elle a un terme qui est selon Eθ. Si on prend les coordonnées cylindriques, elle a peut-être un terme selon Eθ. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'on a... en fait, c'est le cas, on va trouver un terme selon Eθ, et il s'agit juste de voir de quel champ va-t-il provenir. Donc le fait qu'on ait des courants I ici qui tournent ici, des spires de courant, ici on sait que ça va créer un champ magnétique. Donc ce champ magnétique, donc ce qu'on veut regarder c'est le champ magnétique. Déjà on va regarder en premier, champ magnétique par les spires de courant. Alors ici on va se placer comme si on était en statique, et en gros on va éviter les courants de conduction, etc. Donc on regarde déjà le champ magnétique par les spires de courant. Donc ce qu'on va déjà faire, on va faire l'approximation qui est très classique sur les bobines, approximation bobine longue. Donc bobine longue, en fait ça va nous permettre d'éviter les effets de bord, et entre autres d'avoir une grosse symétrie, d'avoir de grosses symétries pour simplifier notre problème. Donc si je me place, oui, on fait l'approximation bobine longue, et on fait aussi, on admet que le champ extérieur à la bobine il est tout le temps nul. Voilà, ça c'est les deux trucs qu'on admet tout le temps. Et on va en avoir... ça va être utile, en fait ça permet de calculer le champ magnétique créé par une bobine de manière assez classique. Donc si on regarde les symétries rapidement, alors les symétries, on va avoir plusieurs plans. Donc si je me place en un point M à l'intérieur, on a le plan qui coupe la bobine, qui coupe la bobine
En fait, tous les plans qui coupent la bobine à l'intérieur vont être... En fait, soit on regarde un plan qui coupe la bobine de manière horizontale, puisque c'est un plan de symétrie vu que la bobine est longue, et donc on obtient que c'est un plan de symétrie. Donc au final, en gros, on obtient que B c'est égal à un certain B fois EZ. Voilà, c'est le truc classique d'une bobine, il est bien selon EZ. Et les invariances aussi. Alors les invariances, on peut dire, vu qu'on a fait une invariance, vu qu'on a fait l'approximation bobine longue, c'est invariant selon Z. Et on a une invariance par rotation, donc en fait au final, on peut écrire B de R fois EZ. Où R, c'est la distance à l'axe OZ au centre. Voilà, et maintenant pour calculer ce champ, donc calcul du champ, donc pour calculer un champ magnétique, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, alors la question c'est à quel contour? Donc si on retrace notre bobine ici, comme ceci, ici on va remettre l'axe EZ comme ceci, les spires de courant I. Ici la bobine, on va dire qu'elle est de longueur grand L. Et donc on considère de manière pareille comme dans le cours, on considère ce contour là qui transperce la bobine et qui ressort comme ça, qui tourne dans ce sens. Dans tous les cas on obtient exactement la même chose, c'est dans le sens. On obtient exactement la même chose en choisissant le sens, c'est juste ici pour éviter des signes moins. Donc le théorème d'Ampère il nous dit que l'intégrale sur le contour gamma que je viens de donner de BDL, donc globalement la circulation de B sur gamma, c'est mu0 I enlacé. Alors mu0 I enlacé, on peut le calculer facilement, donc mu0, et ensuite I enlacé c'est les I qui traversent cette surface là, donc on a dit qu'on avait petit n spire par unité de longueur, ici la bobine fait grand L, donc on a petit n fois grand L spire de courant, et ces spires de courant, elles ont tous un courant I de t. Et donc on obtient ça ici d'un côté, et de l'autre côté la bobine B, en fait l'intégrale en dehors de la bobine est tout le temps nulle, puisqu'on a dit que B extérieur était nul avec cette approximation là, et donc en fait on obtient juste LB de R. Donc on a LB de R est égal à mu0 N LI de T. Voilà, on obtient ça. Et donc, au final, le champ en un point MT, à l'instant T, ça va être mu0 N I de T. Fois EZ. Ok, pour M à l'intérieur. Important de préciser à l'intérieur, puisque à l'extérieur, on a dit que c'était nul. Donc on a ce champ-là. Voilà, ça c'est dans le cours, c'est classique. L'encadré est immonde. J'ai jamais vu ce level-là d'encadrement. Voilà. C'est un peu plus propre. Donc maintenant on a ce champ-là, et c'est un champ variable. Et on sait qu'un champ variable... Alors, avant de faire ça, on peut regarder, on a dit notre force. Donc ici on a quelque chose selon EZ. Donc si on regarde la force magnétique... Parce qu'on rappelle, on veut appliquer ça à des charges. La force magnétique, c'est sur une charge, hein, par exemple, QV vectoriel B. La vitesse ici, elle est selon Eθ, la vitesse des charges. Donc ceci est orthogonal à Eθ. Donc étant donné que c'est orthogonal à Eθ, et même en fait la vitesse elle est selon Eθ, celui-là est selon EZ, donc ça c'est selon ER. Donc en fait ce champ magnétique ici, enfin la force magnétique ici, elle va juste tendre à ramener les charges ici. Bon, étant donné qu'elles sont fixées, elle n'agit absolument pas sur le moment, sur la vitesse de rotation du disque. Si on n'avait que ce champ là, le disque ne bouge pas. Donc il s'agit d'avoir un autre champ. Et nous on veut quelque chose, on rappelle, selon Eφ. En fait on remarquera de manière générale que la vitesse elle est toujours selon Eφ, donc ça va pas être un champ magnétique qui va donner ce mouvement là, mais plutôt un champ électrique. Et donc en fait, on sait que en électromagnétique, un phénomène général, c'est que quand un des deux champs magnétiques ou électriques varie, on obtient une variation de l'autre. On obtient, par exemple, un champ magnétique, si un champ magnétique varie, alors il crée un champ électrique, et inversement. Tout ça est donné par l'équation de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. Mais ici, il se trouve qu'on a une variation de B, qui dépend de T. Donc on va essayer d'appliquer la loi de Faraday. Donc loi de Faraday.
Et donc cette loi de Faraday, en fait ça suggère la création d'un champ électrique. Un champ électrique. Voilà. Alors la loi de Faraday, on a deux manières de l'écrire, soit de manière locale, donc de manière locale ça nous fait le rotationnel de E qui est égal à moins la dérivée du flux de B par rapport au temps. Pas du tout, ça c'est la version, voilà, c'est moins dB sur dt, et ici c'est des dérivées partielles puisqu'on n'est pas sur quelque chose, enfin B dépend de plusieurs variables. Voilà, on a ça c'est la version locale, et la version intégrale c'est que la circulation de E autour d'un chemin gamma, c'est moins la dérivée du flux B à travers la surface délimitée par gamma par rapport au temps. Il se trouve que cette équation est toujours plus simple à utiliser, enfin dans ce cas-là, elle va être plus simple. Et après, on va utiliser cette équation pour déterminer le champ E qui est créé par ce champ électrique. Donc déjà, il s'agit de voir le champ E. Nous, on voudrait le calculer. On veut le calculer. Oui, on veut le calculer à une distance, on va dire grand B. La distance ici entre les charges, on va l'appeler, enfin du centre jusqu'aux charges, on va l'appeler grand B. Ici, le rayon petit a. Voilà, et on veut calculer le champ E au point B. Donc nous, on veut, je précise, on veut le champ B, le champ E, à une distance R égale B. Voilà ce qu'on veut. Maintenant, il s'agit de voir E, comment il va être dirigé, etc. Comment vient E, en fait. Pour ça, je ne sais pas si on peut l'avoir par symétrie, alors on va regarder. Donc en fait, si on regarde de manière totalement classique, si on prend un plan, alors je vais refaire, on va faire un peu une analogie et ça va bien passer. On pourrait le démontrer avec le rotationnel, mais c'est un peu lourd, donc je vais juste le faire par les symétries. Donc si je refais un dessin, tac, et ici on a dit qu'on a les courants I qui sont tout le long avec les petites charges. Donc si je regarde la charge en ce point là, je vais considérer ce plan qui va couper le cylindre en deux. Ce plan là pi, et le plan pi est d'antisymétrie pour les courants. Donc vu que c'est un plan d'antisymétrie pour les courants, ça suggère, si on fait à peu près les mêmes raisonnements que pour les raisonnements qu'on fait, en fait, le principe de Curie globalement par rapport aux symétries, ceci nous dit que le plan pi, en fait, c'est aussi un plan d'antisymétrie pour E. Et donc E, en fait, il s'écrit, alors après on a aussi les invariances par Z, etc. Enfin même on s'en fout puisqu'on veut en Z égale 0 ici, donc E, ici on va pas s'embêter avec le Z, on va juste dire que E c'est E de R fois E θ, puisque ici c'est un plan d'antisymétrie, donc il est forcément selon E θ. Hein. Le plan ici décrit c'est en fait O, EZ, ER. Voilà quel est le plan décrit ici. Donc on a cette forme là, et donc on va pouvoir appliquer le théorème, enfin la loi de Faraday. Il s'agit encore une fois de choisir une circulation. Bon bah là ça va être simple, en fait on va juste choisir cette circulation là, celle qui passe sur toutes les charges, circulation gamma. Donc d'un côté on va calculer la circulation de E sur gamma. La circulation de E sur gamma c'est l'intégrale de E dl sur le contour gamma. Et il se trouve que E il est selon Eθ, dl il est aussi égal à Eθ, donc en fait ça fait E fois R fois 2πr. 2πr avec la distance ici R à laquelle on est. Donc en fait ça serait plutôt B, mais on va mettre R pour l'instant. Et de l'autre côté on sait qu'on veut calculer on veut la dérivée du flux de B, donc il s'agit de calculer le flux de B à travers cette petite surface, à travers la surface créée par gamma. Donc on regarde la double intégrale de notre surface de BDS
Ici on n'a pas une intégrale fermée puisque on n'est pas sur une surface fermée. B en fait on a vu qu'il était constant quasiment partout, enfin, ça fait en gros mu0, en fait il est égal à mu0 n i de t à l'intérieur et à l'extérieur il vaut 0. Donc en fait ça revient juste à intégrer sur la surface au centre. Et donc ça nous fait mu0 n i de t fois la surface au centre. On a dit que la petite bobine était de rayon A, donc ça fait pi a carré. Voilà, et donc en fait on obtient au final que E de R fois 2 pi R est égal à mu0. Alors là j'ai mis un grand N mais c'est un petit n. Mu0 n pi a carré dérivé de i par rapport au temps avec un petit moins devant. Et voilà, on obtient ça. Extrêmement intéressant. Et donc au final on peut donner la formule pour E de manière tout à fait générale. Les pi ici vont s'en aller. Mu0 n a carré sur 2r, 1 moins, et la dérivée de i par rapport au temps. Et on a dit que c'était selon Eθ. Voilà, on obtient une expression de E, mu0 n a carré sur 2r, moins di de t. Alors ici j'avais mentionné ici rapidement le fait que i devait être dérivable, on retrouve bien ce cas là ici, puisqu'on a besoin de i dérivable, donc l'hypothèse est vraiment nécessaire. Donc maintenant ce champ est selon Eθ, donc on peut calculer la force électrique sur une charge. La force électrique sur une charge c'est Q fois E. On a dit que la force magnétique n'était pas intéressante ici, donc on ne va pas la considérer. Et donc on obtient moins Q mu0 n a carré sur 2r fois la dérivée de i par rapport au temps selon Eθ. On obtient cette force là, on peut calculer le moment créé par la force électrique sur une charge par rapport à l'axe OZ. Donc on va direct projeter sur OZ. Donc ça nous fait en fait O M. Donc M ça va être le point de la charge. Vectoriel la force qu'on a donné juste en haut, scalaire EZ. Ici OM est selon ER, ça fait du RER et ça fait du Eθ. Donc au final on obtient moins Q mu0 n a carré sur 2 di sur dt. Voilà, juste le R va disparaître ici. Et donc ça c'est exactement le moment de la force. Ce qui est rigolo c'est qu'il dépend pas de B d'ailleurs. Bon, soit il y a une erreur mais sinon ça dépend pas de B, ce qui est rigolo je trouve. Bref, on trouve ça. Et donc si on veut le moment total selon l'axe OZ, on avait dit qu'on avait grand N charge, donc on obtient au final moins grand N Q mu0 n a carré sur 2 di sur dt. Puisqu'on a grand N charge et ces charges là elles exercent tout un moment selon EZ. Et donc on a le moment total. Qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer maintenant? On va pouvoir appliquer le théorème du moment cinétique. On va considérer que notre disque il a un moment d'inertie J, et donc on obtient J oméga point est égal à moins nq mu0 petit n a carré sur 2 di sur dt. Et après le truc c'est que on veut oméga final nous, donc on va intégrer, ici on intègre entre t égale 0 et t égale plus l'infini. Voilà, donc on obtient au final J oméga f moins J oméga initial. Alors on rappelle que le disque est à l'arrêt de base, donc on a égal 0 ici. Et ça c'est égal à moins nq mu0 n a carré sur 2. Ensuite I final moins I initial. I final on a dit que c'était 0 et I initial on avait dit que c'était I0. Donc on obtient bien oméga f qui va être en fait du nq mu0 n a carré sur 2j fois I0. Et voilà, on obtient cette formule là. Voilà, j'espère que cet exo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des coquilles sur les calculs, c'est bien possible, mais l'idée est là au moins.